Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour une review de la RTX 2080 Ti Strix de chez Asus. La RTX 2080 Ti est l'une des cartes graphiques les plus haut de gamme que vous puissiez acheter, à part la Titan RTX, mais la Titan RTX est une carte plutôt faite pour les semi-professionnels que vous ne devriez pas acheter pour jouer à des jeux vidéo. Donc ici, la 2080 Ti est vraiment le top du top que vous pouvez acheter pour des jeux vidéo. Du coup, je vous propose de voir si, justement, cette Strix d'Asus est le meilleur choix qui existe, ou en tout cas un excellent choix pour ceux qui seraient dans le marché pour justement une RTX 2080 Ti. Alors niveau spec, cette RTX 2080 Ti Strix de chez Asus a évidemment 11 Go de RAM en GDDR6 comme toutes les 2080 Ti. Elle a une fréquence de base de 1350 MHz avec un boost normalement de 1445. Toutefois, vous avez un mode OC, donc vous avez un switch au-dessus qui vous permet de passer à un petit peu plus de boost. C'est genre 15 MHz en plus. Mais il faut savoir que comme toute carte graphique de chez Nvidia, si elle est bien refroidie, et c'est le cas, elle booste encore plus haut. Personnellement, dans mes tests de base, elle boostait à plus de 1700, voire même des fois 1800 MHz. Elle a évidemment 4352 codes core, les 576 Tensor Core et 68 RT Core, qui fait que c'est une RTX. Je vous rappelle, pour le ray tracing, on verra justement si ça aide derrière. Au niveau refroidissement, elle a 3 ventilateurs et un assez gros refroidissement qui, franchement, la garde à peu près fraîche dans n'importe quelle situation. On le verra dans les tests après. Vous avez aussi 2 DisplayPort, 2 HDMI 2.0B, donc qui supportent 4K 60 fps et même un petit peu plus. Et enfin, un USB Type C qui vous permet de brancher des casques VR ou même d'utiliser des accessoires qui utilisent que les USB Type C. 2 PCI Express 8 broches pour l'alimentation, ce qui veut dire qu'elle a un TDP annoncé de 250 watts, ce qui est plutôt assez grand, mais on verra justement si ça promet des niveaux performance derrière. En parlant de derrière, vous avez aussi à l'arrière de la carte une petite particularité des Strix, c'est que vous avez un connecteur 4 broches pour contrôler des ventilateurs. Donc oui, vous pouvez brancher n'importe quel ventilateur ou même contrôler un hub de ventilateur sur ce 4 broches. Et la carte graphique vous permettra de contrôler les ventilateurs selon sa température à elle, ce qui est plutôt pratique. Et enfin, niveau dimension, elle fait 2,7 slots, donc elle dépassera sur le 3e slot en dessous d'elle. Et elle a une longueur totale de 304 mm, une hauteur de 130 mm et une épaisseur de 54 mm. Donc c'est pas le genre de carte graphique qui passera forcément dans tous les boîtiers. Après, si vous achetez une carte graphique qui est à un prix annoncé de 1200-1250 €, vous n'avez pas n'importe quel boîtier non plus. Ok, maintenant parlons au niveau performance. Alors, je n'ai pas testé cette carte comme toutes les autres cartes sur ma table de bench, parce que ma table de bench mérite une petite upgrade, quelques petits problèmes avec. J'ai testé dans mon PC principal, parce que c'est ma nouvelle carte graphique. Je tiens à préciser d'ailleurs que cet exemplaire est fourni par Asus, mais ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Les reviews ne sont jamais sponsorisées sur ma chaîne, je tiens vraiment à le préciser. Du coup, niveau performance, je voulais surtout tester un truc avec cette carte. C'est que on sait que c'est l'une des plus puissantes cartes qui existent pour jouer aux jeux vidéo. Moi, ce que j'avais envie de voir, c'est 2 trucs avec. C'est ce que je pense la plupart des gens qui comptent l'acheter recherchent, c'est est-ce qu'elle peut faire tourner du 4K en 60 fps sans problème dans tous les jeux? Et est-ce que le ray tracing vaut la peine dessus, vu que c'est la plus puissante des cartes qui supportent le ray tracing chez Nvidia? Donc je pense que n'importe quelle personne qui voudrait l'acheter recherche ces 2 trucs en particulier, ou sinon ça ne vaut juste pas la peine de l'acheter. Si vous avez un écran 1080p, n'achetez pas une carte graphique pareille. Donc je vous propose de justement voir via les chiffres de performance si c'est le cas. Donc comme vous pouvez voir d'un point de vue performance, elle n'a aucun problème à dépasser les 60 fps dans la plupart des jeux. Il y a certains jeux où si vous commencez à mettre vraiment beaucoup d'effets, je pense notamment à Metro qui est extrêmement lourd, vous pouvez descendre en dessous des 60 fps, mais je pense que la plupart des gens s'en sortiront très bien si vous ne commencez pas, et surtout quand vous jouez en 4K, vous n'êtes pas obligé de mettre autant d'aliasing que par exemple sur une plus petite résolution. Donc si vous descendez un petit peu ça, vous êtes sûr de dépasser les 60 fps sans aucun problème. Il y a même des jeux qui s'approchent des 120 fps, notamment, je ne l'ai pas testé, mais il y avait Doom, qui, je l'avais déjà pu le tester par le passé, lui tourne extrêmement bien et qui dépasserait largement les 120 fps. Maintenant, le plus important, c'est le ray tracing. J'ai pas fait d'énormes tests, je vais être très honnête avec vous, mais j'ai fait quelques tests. Et alors, j'ai pas des graphiques ici, je vais juste parler un petit peu de justement FPS directement. Le truc, c'est que le ray tracing tourne sur cette carte, mais vous devez descendre la résolution. Vous pouvez pas tourner pleinement 4K 60 fps, à part si le jeu supporte le DLSS. Le DLSS, je vous rappelle, c'est la technologie qui permet de faire tourner le jeu à une plus basse résolution, mais ça l'upscale à une plus grosse résolution
pour qu'il paraisse plus net. Alors Nvidia essaie toujours de dire que c'est une technologie incroyable ou je ne sais quoi, c'est de l'upscale. Et d'ailleurs vous avez des outils chez AMD qui s'appellent Radeon Image Sharpening qui fait la même chose et qui ne requiert pas d'être supporté jeu par jeu, vous pouvez vraiment l'activer pour n'importe quel jeu. Et Nvidia a même sorti son propre outil dans le même genre, en plus oui, du DLSS qui fait la même chose, c'est en gros, ça prend une image plus basse, ça l'upscale et ça applique du sharpening. Le sharpening, ça rend l'image plus nette. Et honnêtement, ben voilà, ça veut dire que le DLSS au final est pas si intéressant, mais il permet quand même de gagner du FPS. Mais du coup, vous ne tournez plus à la résolution maximum. Vous ne tournez plus en 4K, vous tournez en plus bas. Et franchement, oui. Le problème, c'est que bien souvent, vous allez tourner en dessous de 60 FPS en 4K. Il n'y a même pas, genre, c'est comme ça. C'est juste trop lourd, en fait. C'est la première génération, donc c'est une carte extrêmement puissante, mais c'est juste trop demandé. Toutefois, si vous redescendez en 1440p ou en 1080p, vous pouvez tourner à plus de 60 fps. Mais bon, là, ça devient une question de... Est-ce que vous préférez full résolution, 4K, 60 fps, des beaux graphismes quand même, hein, parce que sans le RTX, on a quand même des beaux graphismes. Il y a des jeux qui gèrent très bien sans avoir du ray tracing. Ou alors, est-ce que vous voulez du ray tracing, mais vous devez retourner en arrière. Ou alors, vous voulez quand même tourner en 4K, mais vous devez sacrifier littéralement la résolution en utilisant une technologie qui vous upscale l'image. Donc, ça veut dire que techniquement, vous sacrifiez en fidélité graphique pour avoir plus de fidélité graphique, mais sous une autre forme. Donc, ouais, moi, personnellement, c'est genre... C'est cool d'avoir le RTX, mais honnêtement, je pense que cette carte, si vous l'achetez, même si vous pouvez clairement faire tourner beaucoup de jeux, tous les jeux d'ailleurs qui supportent le ray tracing à des très bonnes résolutions avec un très bon FPS, je pense que cette carte est surtout intéressante pour le simple et bonne raison que vous pouvez tourner genre n'importe quel jeu à de très haute résolution à de très hauts FPS. Pas forcément juste avec du ray tracing ou autre chose. Et je pense que c'est là sa force. Maintenant, parlant refroidissement, c'est surtout là que a fait son travail du coup Asus, parce qu'évidemment, plusieurs RTX 2080 Ti sont à peu près les mêmes. Les grosses différences, c'est le refroidissement, un petit peu le PCB et les fonctionnalités que vous avez en plus. Donc si au niveau refroidissement, elle est extrêmement bien refroidie. Elle est aussi très silencieuse. Donc moi, j'étais à... Bon, j'ai une pièce qui n'est pas très contrôlée au niveau température, mais en général, j'étais à 66 degrés. Je montais des fois sur certains jeux ou certains... Genre, si j'utilisais un stress test à 70 degrés. Une fois overclocké, elle pouvait monter plus haut, évidemment. Comme vous avez pu le voir, par exemple, peut-être dans la vidéo de guide d'overclocking. Mais ça dépend énormément aussi de la température de la pièce. Mais en tout cas, elle est extrêmement bien refroidie. Et surtout, très silencieuse. Vraiment silencieuse. C'est parmi l'une des cartes vraiment les plus silencieuses que je n'ai jamais eues. La dernière que j'ai eue qui était aussi silencieuse, à part les cartes, évidemment, moyenne gamme, qui sont tellement plus petites qu'elles sont forcément silencieuses parce qu'elles ne font pas beaucoup de chaleur. Là, je parle de cartes vraiment haut de gamme. La dernière que j'ai eue dans le genre, c'était la GTX 980 Strix de Asus, qui était, elle aussi, très silencieuse. Donc, c'est juste pour dire. Elle est plus silencieuse même. Là, j'ai une RTX 2004, c'est une 2080 Thunder Edition de Nvidia. Elle est beaucoup plus silencieuse que celle-là, malgré qu'on a un refroidissement un peu similaire. Et ouais, genre ça vous donne du coup beaucoup de marge pour l'overclocking. Et d'ailleurs j'ai fait de l'overclocking. Le plus haut que j'ai pu atteindre quand elle boostait, c'était à un peu plus de 2000 MHz. Alors je devais régler plus bas parce qu'elle booste d'elle-même encore plus haut, mais elle boostait à peu près à 2000 MHz, ce qui est très bon pour les 2080 Ti. Et évidemment ça vous donne un bon boost de performance encore en plus. Déjà que évidemment c'est l'une des cartes les plus puissantes qui existent. Elle est encore plus puissante. Donc... Honnêtement, vous pouvez faire tourner à peu près n'importe quoi, comme vous le voulez, juste, il n'y a pas photo. Ok, alors c'est l'heure de la conclusion maintenant. Est-ce que cette RTX 2080 Ti Strix d'Asus en vaut vraiment la peine? Alors, le premier truc que vous devrez retirer du chemin, c'est que vous devez avoir, si vous êtes intéressé par cette carte graphique, un écran qui la justifie. Si vous avez un écran 1440p, auto de rafraîchissement, 21/9 auto de rafraîchissement, ou du 4K, oui, ça vaut la peine. Maintenant, évidemment... Cette performance vient avec un prix et c'est le cas de toutes les RTX 2080 Ti. Les plus bas sont à 1100 €. Ici, le modèle Strix est à 1200, pas à ce point-là quand même. 1200 ou 1250 €, ça dépend les sites, ce qui est plus cher évidemment que les premiers modèles. Après ici, ce que vous avez en plus, c'est surtout un excellent refroidissement, plus de marge pour l'overclocker vu qu'il est très bien refroidi et quelques fonctionnalités en plus par-ci par-là.
Les autres modèles, on va dire similaires chez MSI, Gigabyte et tout ça sont à peu près à la même gamme de prix. Donc ici, Asus est à peu près équilibré. Il y a toutefois, il faut faire attention, il y a certains sites qui la vendent très cher, trop cher. Donc ne la prenez pas n'importe où, si vous êtes intéressé évidemment. Mais moi je trouve que si vous êtes, enfin, franchement, si vous mettez 1100 € dans une carte graphique, prenez la meilleure dans le genre. Juste prenez la meilleure dans le genre, à part si vous allez la watercooler, que vous allez mettre un waterblock par-dessus. Autant mettre même 50-100 € en plus et prendre l'une des meilleures. Il n'y a pas juste celle de Asus, mais bon, moi j'ai que review celle de Asus. Autant en prendre une meilleure, forcément. Après, maintenant, la question est, est-ce que vous devriez prendre une telle carte graphique de base? Personnellement, si j'étais sur le marché pour acheter une carte graphique, je ne sais pas si je prendrais n'importe quelle RTX 2080 Ti. Je trouve que c'est trop cher pour le niveau de performance. Le ray tracing c'est cool, mais encore une fois, c'est genre, vous voyez, il y a des astérix, c'est genre, oui, ça tourne, mais vous devez activer le DLSS qui réduit la fidélité visuelle pour avoir plus de fidélité visuelle, ce qui est un petit peu genre, vous allez dans les deux sens en même temps, ce qui est un peu bizarre. Personnellement, je prendrais une RTX 2070 super, ou une RX 5700 XT d'AMD. Elles sont, selon moi, beaucoup mieux pour le prix. Elles sont pas aussi performantes évidemment, mais elles pourront faire tourner pas mal de jeux quand même à des bonnes résolutions et à des bons FPS. Même en 1440p, au taux de rafraîchissement, elles seront largement suffisantes, même pour certains jeux en 4K 60 FPS. Donc ouais, c'est à vous de voir, vraiment c'est à vous de voir. Personnellement, je ne suis pas totalement convaincu, mais comme je le dis, c'est le cas pour toutes les 2080 Ti pour moi, c'est que je les trouve juste trop chères en fait. Nvidia a augmenté les prix par rapport à l'ancienne génération et c'est juste trop cher. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama, et je vous dis salut à tous.